Hexagone Actualité. En tant que vice-président du MEDEF Mayotte, qu'est-ce que ça représente pour vous d'être ici à cette REF, cette réunion des entrepreneurs de France? Alors, j'avoue que c'est la première fois que je vienne. Et l'année dernière, il y avait une délégation qui était venue, mais sincèrement, avec toutes les difficultés que nous connaissons au quotidien, les stress, la crise sanitaire, gérer au quotidien les entreprises, se retrouver dans une grande salle ce matin, nous voir tous ensemble, qu'on est tous là, de même monde, c'est vrai que ça fait plaisir. Et ça nous dynamise et ça nous encourage justement à faire plus et à continuer. Vous êtes particulièrement dans le domaine de la formation à Mayotte. Quels sont les enjeux, quelles sont les difficultés que vous évoquiez à l'instant, que vous pouvez rencontrer et qui peuvent trouver éventuellement réponse au cours de cette rencontre? Alors, quand on écoutait ce matin le président du MEDEF par rapport aux problématiques que tout le monde rencontre dans les territoires, moi qui suis dans le domaine de la formation, où on propose par exemple des formations de BTS en alternance, comptabilité gestion, des titres professionnels, ARH, gestionnaire comptable et fiscal, on rencontre tous la même difficulté justement de recruter des salariés qualifiés, donc le recrutement pose un problème. Et après, c'est vrai qu'à Mayotte, plus particulièrement, on a l'exonération de bas salaire. Alors que dans les autres DOM, ils ont la loi IEDOM qui permet justement d'exonérer jusqu'à 2, voire même 2,7% du SMIC. Alors qu'à Mayotte, on ne l'a pas. Alors qu'on reconnaît aujourd'hui qu'il faut des salariés qualifiés, mais en même temps, c'est comme si à Mayotte, on nous dit il faut recruter des moins qualifiés. Alors que Mayotte se développe aussi, on a besoin de proposer des formations de qualité. De manière générale, les entreprises ont besoin des cadres et c'est un vrai problème parce que le secteur public ne peut pas seul absorber l'embauche dans un territoire. On parle de chômage de masse dans les Outre-mer, plus qu'en tout cas en France hexagonale. Mais en même temps, c'est toute une contrainte justement qui n'encourage pas justement à aller vers le recrutement et l'initiative même parce que quand les structures qui sont en place, on ne les accompagne pas à donner ou à refléter en tout cas une envie aux autres, eh bien, c'est comme si l'État ou les collectivités ne prennent pas en jeu les acteurs, vraiment les acteurs du privé, ce qui est dommage. Vous sortez tout juste de la réunion du MEDEF Guadeloupe. Qu'est-ce que vous avez tiré de ce qui a été dit? Est-ce que vous avez peut-être été rassuré sur les enjeux et les difficultés que vous pouvez rencontrer? Alors, nous n'avons pas été trop rassurés. Il y a beaucoup de retard par rapport à l'écologie. Effectivement, nous avons beaucoup de travail à faire en tant que chef d'entreprise, mais aussi il faut qu'on ait le soutien, l'aide de parlementaires pour nous accompagner aussi dans notre démarche. Alors une étude de la CPME indique que globalement les entrepreneurs des Outre-mer sont plutôt satisfaits de la gestion des différentes crises. On attendait quand même un retour un peu plus flamboyant, mais avec la guerre en Ukraine, quelles difficultés vous rencontrez particulièrement? Alors, on est un peu loin de la guerre en Ukraine. Je pense qu'on aura encore des retombées un peu plus tardivement. Et c'est vrai que nous avons su quand même gérer avec l'UDMEDEF, avec la CCI Guadeloupe particulièrement aussi. Nous avons su gérer la crise, être à côté des chefs d'entreprise, les accompagner dans les difficultés, les soutenir. Mais c'est vrai qu'on dit que le pire peut être à venir, donc nous restons quand même vigilants. Et précisément cette vigilance-là, elle s'axe sur quel point particulier? Vous parliez de l'écologie, il y a encore du travail à faire. Et qu'est-ce que vous attendez d'une rencontre comme celle-là? Alors, ce serait beaucoup plus aussi accompagner les chefs d'entreprise de façon à ce qu'ils puissent maintenir leur activité, voir qu'est-ce qu'ils peuvent avoir comme aide, qu'est-ce qu'ils peuvent avoir comme accompagnement. Et c'est là où nous serons les plus vigilants. Qu'est-ce que l'État va faire pour nous accompagner? On évoque des questions de sécurité aussi des PME, enfin des dirigeants de PME en Outre-mer, probablement en Guadeloupe également. Là, quelle action pourrait être menée pour favoriser un mieux-être des entrepreneurs? Alors, pour moi, la sécurité, c'est le rôle de l'État. Donc après, le chef d'entreprise peut être vigilant vis-à-vis de ça, mais on ne peut pas non plus remplacer l'État qui doit justement nous garantir notre sécurité. Donc pour vous, les problèmes spécifiques aux Outre-mer, aux entreprises Outre-mer, ce sont lesquels particulièrement? Alors, les problèmes spécifiques, c'est plutôt
la formation, c'est beaucoup aussi par rapport, je pense, au coût, par rapport aux frais d'approche aussi. Donc c'est des choses qu'on devrait travailler puisqu'on a eu beaucoup d'augmentation au niveau du coût du fret. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de petits commerçants qui ont du mal aussi maintenant à importer. Donc nous devons aussi réfléchir à tout cela et voir comment on peut, en tout cas j'espère, que les choses vont s'améliorer. On va faire en sorte qu'on puisse encore mieux importer, mais aussi penser aussi à l'exportation. Avec peut-être une question de coopération plus forte avec les îles aux alentours, enfin en tout cas dans les Outre-mer qui sont des archipels. Effectivement, on a toujours tendance à se tourner vers l'Europe, mais les Antilles, nous devons justement être un peu plus proches de la Caraïbe et ça, on y travaille. Et j'espère aussi que l'État va nous accompagner, que la France va nous accompagner, la métropole. Quel est l'enjeu pour vous d'être présente avec une délégation guyanaise ici? Alors déjà, c'est une première pour beaucoup d'entre eux et c'est l'occasion justement de profiter des opportunités, de rencontrer du monde qui pourrait leur apporter un peu plus justement dans le business. C'est ça en fait. Le but c'est réellement de rencontrer du monde et de comprendre un peu les intérêts de tout un chacun, de se vendre soi, de vendre son territoire, de vendre sa prestation, de vendre son entreprise et de démontrer qu'en Guyane, on sait faire. Alors il y a ce volet de synergie, de motivation peut-être, mais au-delà de ça, il y a quand même des problématiques qui sont spécifiques à la Guyane et au sein des entrepreneurs qui sont traités à cette occasion-là. Alors je ne parle pas de spécificité, ce n'est pas un terme que j'apprécie particulièrement, je préfère parler de particularisme. Le particularisme des territoires ultramarins. Et en Guyane, effectivement, on a des particularismes. Aujourd'hui, on a organisé une table ronde justement sur la transition écologique. Le but, écologique et énergétique en même temps, quoi. Le but, c'était d'échanger sur nos expériences et aussi apporter des solutions et faire passer un message, notamment au gouvernement, à l'État, en leur disant, voilà, vous mettez des règles qui sont pour l'Hexagone, mais malheureusement qui ne sont pas adaptables pour notre territoire. Voilà, c'était un peu ça, quoi. Et il en est sorti qu'en conclusion que nous, on n'est pas dans l'écologie, mais plutôt dans la préservation de notre territoire. Présentez-nous la SAMAC. Alors, la SAMAC, c'est la Société Aéroport Martinique Aimé Césaire. C'est la société qui gère l'aéroport de Martinique et qui a été créée il y a une dizaine d'années suite à la réforme de la gouvernance des aéroports français qui avait listé une douzaine d'aéroports comme Nice, Lyon, Marseille, etc. Pour passer en société aéroportuaire, puisqu'avant ces aéroports-là étaient gérés par des chambres de commerce et d'industrie. On imagine donc que votre présence à cette REF, c'est pour évoquer les questions de transport et quelles sont les problématiques qui sont liées à cette activité? Alors, c'est pour évoquer les problèmes de transport, certes, mais pour évoquer, parce que le thème majeur, c'est tout ce qui est transition économique, transition écologique et énergétique. Nous sommes très concernés par le sujet, parce que bon, la SAMAC a une vraie stratégie en matière de développement durable, en matière donc, de gestion de son empreinte carbone, par exemple. On a adhéré à une démarche des aéroports qui s'appelle ACAR, c'est-à-dire Airport Carbon Accreditation, et l'aéroport de Martinique est à son niveau 2 sur 4 niveaux. Donc on est vraiment concerné par ce sujet. Et puis il y a tous les sujets, si vous voulez, de développement économique qui nous intéressent. On est aussi une entreprise, comme toutes les entreprises de France, et on est concerné par des problèmes de développement, des problèmes de fiscalité, des problèmes sociaux, etc. Donc pour nous, c'est un grand intérêt d'être ici, d'écouter donc les orientations du gouvernement en matière économique. Et on vient ici, j'allais dire, écouter la bonne parole, mais surtout confronter notre vision des choses avec la vision des autres collègues d'entreprise, quoi. Alors on parle beaucoup de problèmes économiques, problèmes écologiques, mais il y a aussi des réussites, il y a aussi des choses qui peuvent constituer un bilan au bout de 10 ans d'existence. Ce sont lesquelles? Alors absolument. En ce qui nous concerne, bon, vous savez que l'indicateur majeur d'un aéroport, c'est le nombre de passagers, bon, et le développement des infrastructures. Donc, à ces deux titres-là, on peut dire qu'en Martinique, c'est une certaine réussite. Parce qu'en 2019, juste avant la crise, on a atteint les 2 millions de passagers. C'était la première fois qu'on atteignait les 2 millions de passagers. Et ça, c'est la résultante d'un engagement très fort de développement des lignes sur l'Europe, sur les États-Unis, sur la Caraïbe, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, et également vers l'Afrique, parce qu'on a initié des démarches pour l'Afrique. Et le deuxième élément, donc, indicateur donc, de l'activité de l'aéroport, c'est le développement des infrastructures. Et là, nous venons donc d'élaborer un projet stratégique 2015-2020
un peu ralenti par la crise où aujourd'hui nous sommes sur un chantier d'extension de l'aéroport Martinique Aimé Césaire où l'aérogare par exemple va passer de 24 000 m² de surface plancher jusqu'à 44 000 m². C'est un quasi-doublement parce que l'activité, je vous dis, c'est bien développé et il faut que l'outil soit à la hauteur des attentes des développements des compagnies aériennes notamment. La CPME Outre-mer s'est réunie en juillet dernier et notamment au cours de cette réunion, il a été évoqué le fait qu'il y ait un problème de financement et de finances de manière générale dans les Outre-mer. Est-ce que c'est pour répondre à cette problématique que Fidelios existe ? D'une certaine façon, effectivement, parce que le financement des entreprises, c'est absolument fondamental, parce qu'on peut avoir des projets, et si on n'a pas les financements, c'est compliqué. C'est vrai que les banques financent, mais elles veulent aussi qu'il y ait un minimum de fonds propres. C'est l'apport personnel de l'entreprise, si on peut dire ça. Et la difficulté, c'est que les idées, on en a, mais les capitaux propres au niveau des entrepreneurs, c'est difficile. Donc nous, on intervient en augmentation de capital pour les entreprises, pour leur permettre de renforcer leur surface financière, pour être crédibles au niveau des banquiers. Donc on est une plateforme de financement participatif implantée spécifiquement en Outre-mer pour aider les entreprises qui sont déjà en phase de développement d'aller beaucoup plus loin et de leur permettre de renforcer leurs fonds propres, pouvoir frapper à la porte du banquier, de BPI France, etc. et de pouvoir avoir accès à des financements sur des projets qui sont dans le développement durable, puisque c'est la thématique d'actualité. On a vu Mme Borne cet après-midi qui parlait de transition. Donc nous, on a beaucoup de projets dans le développement durable, la transition écologique, et c'est des sujets porteurs d'avenir qui sont intéressants aussi pour les investisseurs parce qu'ils ont du sens quand ils investissent, c'est les projets qui leur parlent, les projets pour lesquels ils se sentent proches et ils sont capables de pouvoir mettre un peu d'argent dans ces entreprises-là. Vous intervenez plutôt auprès des jeunes entrepreneurs, des nouvelles entreprises ou alors de celles qui sont déjà implantées mais qui ont connu des difficultés comme la crise sanitaire, comme les restrictions diverses et notamment les problématiques qui sont liées à la guerre en Ukraine. Auprès de qui vous vous adressez ? Malheureusement, on a beaucoup de demandes au niveau des créations d'entreprises, parce que c'est là qu'il y a le plus de demandes, le plus de difficultés. Mais pour le moment, on n'intervient pas pour ce type de public. C'est plutôt entreprises en développement, c'est du capital développement, des entreprises qui sont déjà créées depuis 1 ou 2 ans, qui ont déjà un bilan, qui peuvent présenter quelque chose, une activité. Et c'est ce qu'on va permettre de développer. On va leur permettre d'accélérer leur développement, de passer à une phase supérieure, pour investir, pour aller beaucoup plus loin. Alors, votre présence ici à cette rencontre des entrepreneurs de France, c'est plutôt pour trouver des partenaires, pour rencontrer des éventuels clients ou alors est-ce qu'il y a un autre objectif, par exemple, comme défendre des revendications que vous pourriez avoir ? L'idée, c'est effectivement de rencontrer du monde, c'est de rencontrer donc les autres MEDEF, parce qu'on est un positionnement, on est basé en Guadeloupe, mais notre métier, c'est l'outre-mer de façon générale. Donc c'est vrai que j'ai discuté avec Tara Gourvendin, qui est la présidente du MEDEF de Guyane, présidente de l'ensemble du MEDEF, donc c'est intéressant. Je connaissais son DGS, Wilson Delumeau, que j'avais déjà rencontré en Guyane. C'est l'occasion de renforcer les liens avec les différents MEDEF et peut-être avec Tahiti aussi d'autres projets. L'idée, c'est d'avoir un financement outre-mer qui soit cohérent et global. Alors là où certains outre-mer ne sont pas concernés par les difficultés d'approvisionnement en gaz, il est possible que pour le chauffage à Saint-Pierre-et-Miquelon, vous ayez ce problème-là. Comment vous abordez cette question et comment l'abordent surtout les chefs d'entreprise ? Sur l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, aujourd'hui, on va subir, nous, l'effet boule de neige avec le taux du dollar. On s'approvisionne sur le Canada. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une caisse de compensation qui fait qu'on a un taux vraiment élevé de coût de l'essence et du fuel domestique qu'il va falloir discuter pour pouvoir passer l'hiver. Vous savez qu'on a un hiver quand même qui est assez rigoureux sur notre territoire et je pense que ça sera une problématique pour les gens de l'archipel. On approche de l'hiver. Qu'est-ce que ça vous apporte en termes de synergie ou peut-être de soutien ou éventuellement pour rassurer les dirigeants d'entreprises de Saint-Pierre-et-Miquelon d'être ici à cette réunion du MEDEF ? Sur l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, on traverse une grosse problématique tout de suite. Donc ça concerne l'emploi. Nous faisons face aujourd'hui à une démographie alarmante. Une partie de la population est très âgée, donc c'est plus de 25% de la population qui ont plus de 60 ans. Des salariés qui manquent dans les entreprises, des entreprises qui ferment. Aujourd'hui, ma présence sur cette séance, c'est de pouvoir défendre l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, surtout sur un plan logement. Elle est essentielle pour faire venir travailler des gens à l'extérieur, de pouvoir avoir un peu plus de logement pour pouvoir les accueillir. Aujourd'hui, on est confronté à une problématique assez importante à ce niveau-là.
Il y a précisément ce plan de sobriété que veut le gouvernement et qui évoque notamment les pénuries de gaz pour chauffer pendant l'hiver. Vous n'êtes évidemment directement pas concerné. Alors nous, on n'est pas concernés, bien entendu, puisque le barrage Petit-Saut, la Guyane est le démonstrateur le plus avancé. 60 à 70% d'autonomie énergétique. On est d'accord? Donc, la leçon, on n'a pas de leçon à recevoir. On est les démonstrateurs. On sent donc votre motivation, votre énergie. Du coup, on sent bien également que les lois ne sont pas adaptées comme vous nous le disiez. Quelle action, quel moyen d'action vous avez pour que la Guyane, singulièrement, soit un peu plus intégrée dans ces décisions qui sont prises par le gouvernement? Alors, je comprends que la question peut être très politique éventuellement, mais comment vous faites aujourd'hui pour que les entrepreneurs guyanais puissent se sentir plus à l'aise et plus représentés? C'est vrai que c'est une question politique, ça je reconnais. Il y a une volonté. C'est plutôt une volonté politique. Mais je pense qu'en démontrant au gouvernement, à l'État et aux autres qu'on a de la compétence sur ce territoire, qu'on sait faire, peut-être qu'à un moment donné, je ne sais pas, ils finiront par entendre raison, je ne sais pas. Ce qu'on cherche, enfin moi quand on me dit que, voilà, que la Guyane soit un territoire d'expérimentation, ça ne me dérange pas en soi. Je veux qu'on utilise ce territoire comme un territoire d'expérimentation parce que je suis certaine qu'on est capable d'être exemplaire tant sur le plan national, européen qu'international. Vous voyez? C'est ça le truc. Les autres départements d'outre-mer nous ont indiqué que la difficulté particulière, c'était la formation. Est-ce que c'est le cas à La Réunion? Alors, on a un appareil de formation qui s'est beaucoup constitué sur les 20 dernières années. Aujourd'hui, ce qu'on peut constater quand même, c'est qu'on a besoin d'aller en fait beaucoup plus haut encore en termes de formation. On n'a pas suffisamment d'écoles aujourd'hui, en particulier d'ingénieurs, typiquement, que ce soit dans le numérique, que ce soit dans tous les autres métiers. Et on a besoin en fait de monter en niveau. Donc on a eu un appareil de formation à La Réunion qui s'est constitué au fur et à mesure. Maintenant, il faut l'améliorer, il faut aller monter en gamme, avec une difficulté effectivement, puisque le gouvernement vient quand même d'annoncer aujourd'hui un rabot de l'ordre de 10% sur les frais de formation dans les CFA. Et ça, c'est une très très mauvaise nouvelle pour l'appareil de formation. Après la pandémie, après les autres difficultés, et notamment la guerre en Ukraine, maintenant qui constitue pour le gouvernement l'obligation de prendre un plan de sobriété, comment la Réunion fait face à toutes ces crises qui sont passées et qui vont arriver? Alors, historiquement, à La Réunion, on a toujours été très résilient. On a toujours été à l'écart des routes maritimes. Donc ça, la résilience, on sait faire. Maintenant, il faut reconnaître quand même qu'entre 2019, les Gilets jaunes, 2020, la pandémie, et puis maintenant, effectivement, la difficulté, parce qu'un des problèmes majeurs que nous on rencontre, c'est la difficulté de la régularité d'approvisionnement maritime. On a du mal à trouver d'abord des matières premières, elles ont flambé. Ensuite, on a du mal à trouver des containers. Ensuite, on a du mal à trouver des bateaux. Et on a du mal à avoir en fait un port suffisamment bien organisé pour accueillir facilement les bateaux. Mais il faut reconnaître que la résilience, elle a été là, puisque en 2021, si vous regardez les chiffres de l'INSEE, l'économie des Réunionnais ne s'est pas trop mal portée. On a une inquiétude maintenant sur le second semestre 2022 parce qu'on a quand même des indicateurs qui montrent bien que la consommation est en train de ralentir, et ce qui est toujours en fait un mauvais signal dans nos économies ultramarines. Vous évoquez la résilience des ultramarins et singulièrement des entrepreneurs de La Réunion. Est-ce qu'on peut dire qu'ils ont le moral plutôt positif? Alors, on voit bien que le moral descend aujourd'hui. Ce dont on a vraiment besoin, et là on a besoin de l'État, et Geoffroy Roux de Bézieux l'a dit ce matin, la simplification administrative est un élément majeur aujourd'hui de compétitivité. Nous sommes dans un bassin où les salaires sont très moindres, que ce soit à Madagascar, à Maurice, aux Seychelles ou même en Afrique du Sud à côté. On a vraiment besoin de retrouver de la compétitivité très rapidement, parce qu'en dépit de notre résilience, on n'y arrivera pas. Et nous, aujourd'hui, au MEDEF Réunion, on a aujourd'hui en fait une vraie stratégie au travers de l'international, puisque demain on signe avec Stratexio, donc le premier club Stratexio Outre-mer. Stratexio, c'est un club de formation des chefs d'entreprise, de professionnalisation des chefs d'entreprise à l'export. Et nous, on a aujourd'hui l'ambition effectivement d'être sur nos domaines aujourd'hui du grand bassin océan Indien. Est-ce que vous avez le sentiment que les problématiques des entrepreneurs de La Réunion sont suffisamment prises en compte par le gouvernement, avec cette telle distance géographique? Est-ce qu'il y a là aussi quelque chose à affiner peut-être? D'abord, je pense qu'à Paris, effectivement, il faut parler des Outre-mer et non pas de l'Outre-mer. L'Outre-mer aujourd'hui est extrêmement divers.
Vous évoquiez tout à l'heure la Guyane, les Antilles, le Pacifique. Donc il faut vraiment adapter effectivement la législation. Et aujourd'hui, que ce soit côté parlementaire ou que ce soit côté gouvernement, il n'y a pas d'adaptation par territoire. Et c'est de ça dont on a besoin, puisque notre contexte géographique et économique est complètement différent, à la fois de l'Hexagone, mais aussi des autres territoires. On sait qu'il y a toujours un volet politique quand il est question d'entreprise, d'entrepreneuriat. Et en Guadeloupe, on peut dire que la santé et le moral sont plutôt beau fixe. La santé, le moral, bon, les Guadeloupéens sont courageux. Donc c'est toujours au beau fixe, mais les problèmes sont là. Les problèmes sont là. Et aujourd'hui, ici, j'ai pu entendre qu'il y avait un certain nombre de choses qui relevaient du rôle des politiques, par exemple. Donc les politiques publiques ne sont pas toujours adaptées à l'économique. Et là, on a vu par rapport à la CDP-NAF, le président de l'association des maires de Guadeloupe a souvent parlé de ça. Aujourd'hui, on en a parlé également. Et puis, concernant les normes, beaucoup de normes ne sont pas adaptées à nos territoires. Et on voit qu'à cause de cela, les élus sont confrontés à cette difficulté et ne peut pas mettre en œuvre toutes les politiques publiques qui pourraient être favorables à la population. Et là, on le voit pour l'énergie, on le voit pour certaines problématiques. Donc, il va falloir effectivement qu'il y ait des politiques. Et là, bon, j'étais ravi de voir qu'il y avait aussi mon autre collègue et il y avait des élus. Donc, c'est important que nous puissions mettre en adéquation les normes, mais il va falloir faire un travail. Parce qu'on se rend compte que maintenant, avec le bilan qu'on a, que beaucoup de choses ne sont pas applicables sur nos territoires. Et les Guyanais l'ont très bien dit, ainsi que la Réunion, et pour la Guadeloupe également. Et je crois que nous devons travailler davantage pour permettre que les politiques publiques... Mais toutefois, sur nos territoires, j'avoue qu'il y a des améliorations. Par exemple, les plans climat, air, énergie sont déjà en œuvre dans les différents PCI en Guadeloupe. Moi, je suis une organisateur et je sais qu'on avance beaucoup sur ces problématiques de l'énergie. Et avec l'ADEME, il y a eu un certain nombre avec l'ADEME et EDF, un certain nombre de mesures qui ont été prises, par exemple, pour la distribution d'ampoules de basse consommation. Et il y a une sensibilisation avec les bailleurs sociaux aussi pour les habitants des logements. Mais on doit aller beaucoup plus loin parce que maintenant, on a à l'horizon 2030 un certain nombre d'impératifs et il faut se mettre en ordre de marche. Donc, moi, je suis ravi d'être là pour tout ce qui concerne l'énergie. Et là, je crois aussi qu'on n'a pas suffisamment pris en compte les problématiques qui étaient soulevées à un moment donné par les personnels de EDF chez nous. Parce qu'en fait, ils auraient souhaité anticiper. Les réponses n'ont pas été en adéquation avec ce qu'ils disaient. Mais plus on avance, plus je me rends compte que les personnels qui, à un moment donné, se sont mobilisés avaient raison. Parce qu'on a parlé de formation également, on a parlé de réorientation du personnel. Donc, pour tout cela, je constate qu'ils étaient dans la vraie vie, quoi. La vraie vie. Ceci étant, on a encore beaucoup à faire. Et la présence des élus, parce qu'on parle d'économie, on parle des entreprises, c'est vrai, mais récemment encore, on a parlé du pouvoir d'achat. Et on voit les conséquences des difficultés que rencontrent les familles, les foyers, mais c'est lié aussi parce que les entreprises ont leur rôle à jouer dans l'emploi, dans le développement économique avec les acteurs politiques, mais la population dans son ensemble est tributaire des décisions qui sont prises. Donc et là, on a beaucoup parlé du pouvoir d'achat et c'est encore l'actualité parce qu'avec la rentrée des classes, on voit bien qu'il y a des personnes, même avec toutes les aides, je dirais, sociales, entre guillemets, même quand les gens travaillent, ils n'arrivent pas toujours à joindre les deux bouts, à payer le loyer, payer l'électricité. Quand on regarde les prix de l'électricité qui sont en train de flamber. Donc, il y a des choix à faire à certains moments. Et pour les petites entreprises, par exemple, ceux qui sont des indépendants, il y a beaucoup d'entreprises, des indépendants qui se plaignent parce qu'il y a des entreprises qui vont mourir. Là, il y a eu, avec le plan de relance, un certain nombre de mesures qui ont été prises par le gouvernement. Donc, moi, je trouve que ce sont des bonnes initiatives pour permettre la survie d'entreprise. Mais tous ceux qui ont fait les prêts garantis par l'État, beaucoup ne sont pas en mesure aujourd'hui de pouvoir rembourser. Donc, il y a des risques assurantiels importants. Donc, il y a vraiment des difficultés par rapport à cela également. Et ces rencontres-là permettent évidemment de prendre en compte la réalité des territoires, la réalité de façon globale. Les entreprises ont leur part. Les consommateurs devront maîtriser leur budget, donc changer leurs habitudes, évidemment. Et aussi, là, nous, les élus, nous devons tout mettre en œuvre pour être suffisamment à l'écoute pour pouvoir
trouver les voies et les moyens pour faciliter les uns les autres. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.